Et si un seul événement avait changé le cours de l'humanité? Bienvenue dans Chroniques du possible, la chaîne où l'on explore les chemins que l'histoire n'a jamais pris. Imaginez un monde où les grandes métropoles ne seraient pas nées de l'expansion européenne, mais du souffle des dragons d'Orient. Et si au lieu de s'isoler derrière sa grande muraille, la Chine avait déployé ses voiles sur tous les océans, colonisant le monde bien avant l'Europe? C'est un voyage fascinant au cœur d'une réalité parallèle que je vous propose d'entreprendre aujourd'hui. Si ces explorations de l'invisible vous passionnent, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté en vous abonnant et en laissant une trace de votre passage sur cette vidéo. C'est ainsi que nous faisons grandir ensemble les frontières de l'imaginaire. Au début du XVe siècle, la Chine des Ming est la puissance technologique et économique absolue de la planète. Entre 1405 et 1433, l'amiral Zheng mène 7 expéditions monumentales. Sa flotte du trésor compte des centaines de navires, dont certains mesurent plus de 100 mètres de long. Zheng He atteint le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde et les côtes de l'Afrique de l'Est. Il rapporte à la cour impériale des girafes, des épices et des hommages. Pourtant, en 1433, tout s'arrête. L'empereur meurt, les mandarins conservateurs reprennent le pouvoir, brûlent les archives navales et interdisent la construction de grands navires. La Chine se replie sur elle-même, laissant le champ libre aux puissances ibériques. Le point de rupture se situe précisément ici, dans les couloirs de la cité interdite. Dans notre scénario, l'empereur Xuande ne cède pas à la pression des lettrés confucéens. Au contraire, il voit dans les richesses rapportées d'Afrique le signe d'un destin manifeste. Il ordonne la création d'une administration permanente des mers. En 1440, plutôt que de laisser ses jonques pourrir à quai, la Chine lance sa 8e expédition, non plus pour explorer mais pour établir des comptoirs durables. En longeant les côtes africaines vers le sud, les navigateurs chinois contournent le cap de Bonne-Espérance, 50 ans avant Vasco de Gama. Dès 1460, l'océan Atlantique n'est plus une barrière mais un pont. Profitant des courants équatoriaux, les jonques géantes touchent les côtes du Brésil actuel. Contrairement aux conquistadors espagnols mus par la soif de l'or et la conversion religieuse, les colons chinois s'installent avec une logique de tribu et de commerce. Ils apportent avec eux la boussole, la poudre à canon et surtout, une bureaucratie extrêmement sophistiquée qui s'amalgame aux structures des empires locaux. À moyen terme, le visage de l'Amérique est méconnaissable. Les civilisations aztèques et incas ne s'effondrent pas, mais s'intègrent à un vaste réseau commercial transpacifique et transatlantique. Le riz devient la culture dominante sur les plateaux mexicains, tandis que la philosophie confucéenne influence les élites locales. L'Europe, de son côté, reste une périphérie féodale et pauvre. Privée de l'accès aux richesses du Nouveau Monde, elle s'enfonce dans une stagnation durable. La Renaissance italienne, faute de capitaux et d'échanges, demeure un phénomène local et limité. À long terme, la révolution industrielle ne naît pas dans les mines de charbon anglaises, mais dans les manufactures de soie et de porcelaine de la région de Canton. Vers le XVIIIe siècle, la Chine domine une fédération mondiale de royaumes tributaires. Le chinois devient la lingua franca universelle, la langue des sciences, des arts et de la diplomatie. Le concept de droit de l'homme, tel que nous le connaissons, est remplacé par une éthique de l'harmonie sociale et de la piété filiale à l'échelle planétaire. Si nous ouvrions une fenêtre sur le monde actuel dans cette réalité, nous verrions des gratte-ciel aux toits incurvés dominant les baies de San Francisco ou de Rio de Janeiro. Les institutions internationales siégeraient à Nankin. Le calendrier grégorien serait une curiosité historique remplacée par les cycles lunaires du calendrier impérial. La spiritualité mondiale serait un mélange syncrétique de bouddhisme, de taoïsme et de traditions locales, loin des tensions religieuses qui ont marqué notre histoire. La technologie elle-même aurait suivi un chemin différent, privilégiant peut-être une harmonie plus profonde avec la nature et une gestion collective plutôt qu'une consommation individuelle effrénée. Ce monde serait-il plus stable, plus sage, ou simplement une autre forme de domination? Nous ne saurons jamais si le repli de la Chine fut une erreur tragique ou une préservation nécessaire de son identité. Mais alors que nous observons aujourd'hui le centre de gravité économique basculer à nouveau vers l'Asie, une question demeure. Et si l'histoire n'était pas en train de changer de cours, mais simplement de retrouver son lit d'origine? Selon vous,
Un monde dominé par les valeurs de l'Orient médiéval aurait-il été plus paisible que celui que nous connaissons? J'attends avec impatience de lire vos théories et vos réflexions dans les commentaires.